Je suis Christophe Desportes-Guillou, je suis bénévole au GAGL 45, le centre LGBT+ d'Orléans, et je suis en particulier sur les questions de prévention des LGBT-phobies. Alors, le GAGL 45 a été créé il y a 34 ans, une vieille asso en fait, dans le monde LGBT, parce qu'en fait, il y a pas mal d'assauts qui ont été créés à ce moment-là, mais il y en a pas mal qui ont disparu au tournant des années 90, hein, au moment de l'épidémie de sida, entre autres. Et donc, on a été créé à Orléans. On est toujours à Orléans dans un immense local. Ça fait partie de notre projet associatif d'être ouvert tous les jours. Donc on est ouvert tous les matins sur rendez-vous, tous les après-midi sans rendez-vous, tous les jours de la semaine, pour tous les publics. Et donc on reçoit, l'année dernière, on a fait un peu plus de 900 entretiens sur toutes les thématiques autour des questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Dans ce lieu, on est aussi centre de dépistage du VIH, bientôt aussi pour les hépatites. Et puis on fait beaucoup d'interventions en milieu scolaire, en milieu professionnel, justement pour sensibiliser à la prévention des LGBT-phobies. Oui, depuis longtemps, on a vraiment le sentiment que les actes de violence sexiste ou LGBT-phobes sont nombreux, sous-déclarés, mais ça je crois que c'est le cas de tous les actes de violence. Mais on avait quand même le sentiment qu'il y avait une particularité concernant les actes sexistes et les actes LGBT-phobes. En fait, nous, l'idée qu'on se fait, c'est en fonction de notre public, du public qu'on reçoit ici. Alors ça fait beaucoup, 900 personnes par an, mais en même temps, c'est quand même un petit échantillon. Ils ne sont pas tous victimes de violences, heureusement. Et on a été conforté dans cette idée en 2020, lorsque le Défenseur des droits a publié un petit bouquin qui s'appelle « Violence intrafamiliale, les filles et les jeunes LGBT les plus touchés ». Ça a montré de manière incroyable que sur la question des violences intrafamiliales et en particulier sur la question des violences sexuelles intrafamiliales, on a vraiment un gradient sur le genre, et c'est les filles qui sont beaucoup plus touchées que les garçons, et un gradient sur l'orientation sexuelle. Par exemple, les garçons LGBT sont 12 fois plus victimes de violences sexuelles intrafamiliales que les garçons hétérosexuels. Il y a un autre aspect qui était complètement oublié, hors radar, c'est la question des violences conjugales dans les couples LGBT. On parle heureusement beaucoup des violences conjugales dans les couples hétérosexuels, parce que c'est évidemment la majorité des situations, mais on avait un peu oublié, donc nous on a travaillé sur cette question. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment de différence locale par rapport à ce qui se passe au niveau national. Je n'ai pas l'impression qu'ici, on soit plus dans un climat de violence sexiste ou LGBT-phobe. En fait, nous, on a été confrontés à deux choses quand on a travaillé sur ce sujet-là. Et en particulier, quand on a travaillé sur la question des violences conjugales, ça a été compliqué. On a eu deux types d'opposition, et pas simplement localement. On a eu une première opposition. Quand on parle des violences conjugales dans les couples LGBT, on ne peut pas lire ce qui se passe comme quand on regarde les violences conjugales dans les couples hétéros, où en gros c'est un mec qui frappe une nana. Nous, c'est jamais ce schéma-là. C'est un mec qui frappe un mec ou une nana qui frappe une nana. Et du coup, l'idée de résumer les violences conjugales à des féminicides, ce qui est vrai dans la population hétéro, chez nous, c'est pas vrai. On s'est trouvé un peu en difficulté avec d'autres assos qui travaillent sur les violences sexistes et sexuelles, qui trouvaient que du coup, on chamboulait un petit peu leur façon de regarder les choses. Mais en fait, on chamboule pas tant que ça, parce que le gros point commun, c'est pas évidemment le genre des victimes, mais c'est le genre des auteurs. Dans les couples hétéros, il y a 7 fois plus d'hommes violents que de femmes violentes. Et dans les couples LGBT, il y a 7 fois plus d'hommes violents que de femmes violentes. Quand on regarde les morts par violence conjugale, il y a 7 fois plus de femmes tuées par leurs compagnons dans les couples hétéros. Dans les couples LGBT, il y a 7 fois plus d'hommes tués par leurs compagnons que de femmes tuées par leurs compagnes. Pour lutter contre les violences conjugales, peut-être regarder les auteurs et qu'est-ce qu'on pourrait faire au sujet des auteurs. Et travailler sur l'éducation des garçons, sur la déconstruction des stéréotypes. On n'est pas obligé de frapper quelqu'un pour être un vrai mec. On n'est pas obligé d'être sexiste, d'être homophobe pour être un vrai mec. Voilà, ça alimente notre travail en fait sur l'éducation, les interventions au milieu scolaire, les formations professionnelles. Le consentement, c'est un... On entend ça tout le temps maintenant, et entre autres en collège. Comme si le consentement, ça devait être apprendre à dire non en quelque sorte. Mais c'est surtout pour l'autre partenaire s'inquiéter de savoir si dans une relation amoureuse ou pas, mais en tout cas dans une relation sexuelle, on n'est peut-être pas obligé d'être tout le temps sur la défensive, peut-être que l'autre il peut prendre soin aussi. Cette question du consentement dans les relations sexuelles, c'est peut-être encore plus dur
dans les couples gays que dans les couples hétéros, parce que dire non pour un garçon, c'est peut-être encore plus compliqué. On doit être fort, on doit tout supporter. Mais cette idée du consentement, c'est encore une fois une question d'éducation pour nous, vraiment des garçons, plus encore que des filles, c'est s'inquiéter de savoir ce que l'autre est en capacité d'accepter. Il y a un lien très fort, en tout cas nous c'est le constat qu'on fait, entre le fait d'avoir été victime de violences sexistes, sexuelles, ou à vrai dire même aussi de violences physiques ou psychologiques, et la capacité qu'on peut avoir à prendre soin de soi. Le fait d'être victime de violences, ça fait baisser l'estime de soi de manière considérable, et on fait un lien très fort entre le fait d'avoir été victime de ces violences et le fait d'être capable de dire non, le fait d'être capable de se protéger, de prendre soin de sa santé sexuelle. Et clairement, il y a une plus grande difficulté à prendre soin de soi quand on a été victime. Et il y a quelque chose de l'ordre du « de toute façon, c'est mon destin ». Enfin, les gens qui ont été vraiment victimes de beaucoup de violences, il y en a qui vont lutter, hein, mais il y en a qui vont plus être en capacité de lutter et qui vont avoir l'impression que ce qui leur arrive, bah, c'est mérité. Donc si on veut réussir à avancer avec eux sur leur santé mentale et sur leur santé sexuelle, il faut alors qu'on réussisse à les faire remonter un peu en termes d'estime de soi. C'est un lieu de prise en charge. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le petit bureau qui est derrière moi. Lorsque les gens vont pas bien, l'idée c'est qu'ils puissent aussi déposer leur valise trop lourde à porter et venir parler de ça et essayer, comme je le disais tout à l'heure, améliorer leur estime d'eux-mêmes. Après, sur la population en général, on a beaucoup d'interventions au milieu scolaire, pas tant sur l'homosexualité ou la transidentité que sur l'homophobie et la transphobie, sur les LGBT-phobies, sur expliquer à des jeunes qui peuvent être parfois en difficulté avec ces sujets-là, sur le fait que, voilà, encore une fois, on n'est pas obligé d'accepter l'homosexualité ou la transidentité, mais en tout cas, on ne peut pas considérer que c'est normal d'être transphobe ou d'être homophobe. On a l'impression, depuis quelques années, que les jeunes, qu'en tout cas, une partie des jeunes est encore plus inscrit dans des stéréotypes de genre, masculin et féminin, et ça ne les aide pas à s'affranchir d'idées peut-être un petit peu archaïques sur le rôle d'un garçon, le rôle d'une fille. Donc en milieu scolaire, beaucoup d'interventions de prévention. On n'intervient pas en pompier quand il y a eu un problème d'homophobie, on intervient en prévention. Et il y a des établissements dans lesquels on intervient depuis 15 ans. Et dans ces établissements, les équipes nous disent qu'ils ont moins de problèmes d'homophobie, ils ont moins de problèmes de sexisme même, parce que les jeunes savent que ici, l'homophobie n'a pas sa place. Et puis il y a un autre pan, c'est pas mal de séquences pour des adultes, des professionnels. Ça peut être le monde médical, ça peut être le monde de la sécurité, les gendarmes par exemple. Parce qu'en fait, dans tous ces métiers-là, on n'est pas formé, on n'est pas sensibilisé aux questions LGBT, on est parfois mal à l'aise. Et le début de l'homophobie, le début de la transphobie, c'est souvent, je ne sais pas comment en parler, je vais utiliser les mauvais mots, et du coup je vais mal prendre en charge la personne. Je crois que toutes les personnes LGBT peuvent parler d'expériences de LGBT-phobie dans le monde médical, par exemple. Pas obligatoirement par mépris ou par méchanceté, mais parce qu'on est dans un monde très hétéronormé. Donc on essaie de sensibiliser un maximum de personnes pour, en gros, sécuriser nos vies. L'idée, c'est de faire avancer un petit peu toute la société, les faire monter en compétence sur nos sujets. C'est une aventure qui nous est arrivée il y a quelques années dans un lycée dans lequel on n'était jamais allé. Et dans ce lycée, on était sollicité par la direction du lycée parce que 3 élèves homosexuels, garçons et filles, s'étaient plaints à la direction en disant « Nous, on arrive tous les matins à la boule au ventre et on va demander à changer de lycée. » Et alors la direction du lycée était complètement stupéfaite parce qu'ils n'avaient pas l'impression que dans le lycée, l'ambiance soit très homophobe, sauf que c'était ce que ressentaient ces élèves-là. Et alors encore une fois, nous on n'aime pas trop intervenir en pompier, on préfère faire de la prévention, mais bon là il y avait vraiment une demande forte de l'établissement, donc on leur a proposé de faire quelque chose qu'on fait fréquemment dans des lycées, c'est un stand d'information, avec des flyers, avec des affiches qui permettent de faire du photolangage. On a un jeu, sorte de jeu de loi, un jeu de plateau, qui permet de dialoguer avec les élèves sur les questions de discrimination et de LGBT-phobie. Et puis on a proposé autre chose, c'est qu'on a dit au lycée, écoutez, on comprend le sentiment de ces élèves qui entendent des choses toute la journée, qui subissent peut-être des propos ou des comportements inappropriés. Mais nous, on pense que dans votre lycée, qui est un gros lycée, c'est 1200 élèves, dans votre lycée, il n'y a pas plus
d'élèves homophobes qu'ailleurs. Il y a peut-être même moins d'élèves homophobes que d'élèves homosexuels. Sauf que dans un lycée, si on ne parle pas de la prévention des LGBT-phobies, c'est les élèves LGBT-phobes qui prennent la parole. Et qui, à longueur de journée, vont traiter les autres de sales PD, etc. Et ça crée une ambiance. On a proposé, nous, d'essayer de toucher ceux qui ne sont ni LGBT, ni LGBT-phobes, c'est en fait la grande masse des élèves, pour leur proposer de montrer qu'ils sont contre les LGBT-phobies. Et on a installé un atelier de fabrication de badges. Et on proposait aux élèves de dessiner leur propre badge pour dire qu'ils étaient contre la gayphobie, l'homophobie, la biphobie, la lesbophobie, la transphobie. On s'était dit, si on trouve 50 élèves dans le lycée qui font un badge pour montrer qu'ils sont contre les LGBT-phobies, ben on aura bien avancé. Alors ce jour-là, on n'a pas fait 50 badges, on en a fait 600. Et ça a complètement fait basculer l'ambiance dans le lycée. Alors pas simplement parce qu'on a fait cette opération « Dessine ton badge contre les LGBT-phobies », mais aussi parce qu'après, les adultes du lycée ont pris le relais. Et l'année suivante, quand on est retourné dans le lycée, à la même date, c'était autour du 17 mai, il y avait un groupe d'élèves qui s'était monté, un groupe d'ambassadeurs contre le harcèlement, et il y avait des adultes du lycée, des enseignants et des non-enseignants, qui avaient fait une grande affiche avec leurs photos, leur nom et leur métier, et avec un grand slogan en haut, c'était « On sait qu'au lycée c'est compliqué de parler d'orientation sexuelle ou de genre, mais si tu as besoin d'en parler, on est là ». Et ça fait complètement basculer l'ambiance dans le lycée. C'est la stratégie des alliés, c'est ce qu'on essaye de faire. Encore une fois, quand on va former des professionnels, c'est essayer d'avoir aussi des alliés parmi les professionnels pour pouvoir être bien reçus dans toutes les circonstances de la vie. On est une toute petite structure, nos capacités de formation, elles ne sont pas absolument considérables. Quand on a ouvert ce local il y a 15 ans, des formations sur l'LGBT-phobie, ça n'existait pas. On s'est beaucoup formé sur le tas. On s'est formé aussi avec des grandes associations comme SOS Homophobie. C'est SOS Homophobie qui nous a formés, par exemple, pour les interventions milieu scolaire il y a 15 ans. Et depuis, en fait, on a en interne des modules de formation pour les nouveaux salariés, pour les nouveaux volontaires en service civique, puisqu'on a des volontaires en service civique chaque année. Donc on va former aussi sur les questions de genre, d'orientation sexuelle et de violence. Et puis, dès qu'on réussit à trouver une formation en lien avec nos sujets et auxquels on peut s'inscrire, on va essayer d'accéder à ces formations. Il y a quand même peu de formations sur ces sujets-là. Moi, j'ai fait il y a longtemps une formation qui avait été faite par la Ligue française pour la santé mentale sur la question des violences liées au genre. Et c'est là que j'ai compris que la question du genre, elle allait peut-être dépasser la question de la simple orientation sexuelle sur nos sujets. En local, avec des partenaires, on va dire, associatifs, c'est relativement limité, parce que dans la région Centre-Val de Loire, les centres LGBT, il y en a 3. Il y a nous, Orléans, il y a un centre LGBTI à Tours, et il y a un petit centre LGBT qui a été créé à Bourges il y a 2 ans. Et dans les autres départements, il n'y en a pas. Par contre, on va travailler régulièrement avec des associations comme le Planning Familial, comme le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. On va travailler ensemble et c'est un peu donnant-donnant. Par exemple, on intervient au CIDFF sur des formations sur la transidentité. Avec les pouvoirs publics, la puissance publique en général, on a un partenariat depuis longtemps maintenant avec l'éducation nationale. On intervient dans les établissements scolaires pour les élèves, mais on intervient aussi pour les infirmières scolaires, pour les CPE, pour beaucoup de personnel de l'éducation nationale, sur les questions de LGBT-phobie et sur les questions de transidentité également. Et puis avec les autorités de l'État, on essaie de pousser un petit peu. Par exemple, on a un petit peu de mal à faire réunir les CORA. Il y a dans chaque département, normalement, un comité, l'équivalent de la DILCRA, mais au niveau local, de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Mais je crois que dans beaucoup d'endroits, les services préfectoraux sont débordés et ils ont peu de temps à consacrer à cette activité-là. On les pousse un petit peu. On a un soutien quand on a besoin des autorités publiques. Quand on a commencé il y a 10 ans à faire notre première marche contre l'homophobie et la transphobie, il y avait des gens qui étaient inquiets pour notre sécurité. Tout s'est bien passé, mais on avait le concours des forces de l'ordre quand on a eu besoin. Sur les formations qu'on a proposées pour les gendarmes et pour les policiers également à Orléans. Ça s'est fait facilement, vraiment avec du respect de part et d'autre. C'est un peu bizarre pour une asso LGBT d'aller régulièrement dans une gendarmerie pour faire des formations, mais en fait, le contact se passe bien. On déconstruit nos stéréotypes les uns et les autres, et puis on arrive à travailler avec des gens avec lesquels on n'est pas habitué à travailler quand même. On est à Orléans dans une ville qui a une image de ville extrêmement conservatrice, très traditionnelle, sauf qu'en fait, on existe depuis 34 ans. On a un local ouvert tous les jours depuis 15 ans, et en fait, ça fonctionne bien. On a fait très attention à avoir des bonnes relations avec les différents niveaux politiques qu'on peut avoir. On a de bonnes relations avec le conseil régional, qui a une majorité de gauche, mais on a aussi des bonnes relations avec la mairie d'Orléans, qui a une majorité de droite. Ça permet de dépolitiser
la lutte contre les LGBT-phobies. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas, nous, parfois, un positionnement politique. On s'est battu pendant longtemps pour qu'il y ait le mariage pour tous, c'était bien pour dire que la loi était mal faite. Sur le travail de prévention des discriminations, sur le travail de la santé, on discute plutôt bien avec les différentes autorités publiques. Et c'est important dans une ville comme la nôtre, avec une vraie diversité, avec beaucoup de gens qui sont de passage, de réussir à causer avec tout le monde. La première difficulté, pour beaucoup de personnes LGBTQIA+, c'est comprendre qui on est et accepter qui on est. Et il faut déjà faire ce travail-là. On reçoit parfois ici des gens qui sont en questionnement ou en difficulté avec cette question-là. On va prendre du temps. Après, la ressource principale, c'est ce local. Et c'est pour ça qu'on a voulu un lieu qui soit en plein centre-ville d'Orléans, mais en même temps dans une rue discrète. C'est plus facile de rentrer dans un local quand c'est dans une rue discrète que sur une grande place. Et c'était vraiment un choix dès le départ d'être ouvert tous les jours pour tous les publics. Parce qu'en fait, notre public, il n'est pas suffisamment grand pour pouvoir réserver des créneaux. Et puis surtout, il faut qu'on soit ouvert quand ils sont prêts à rentrer. On a des gens qui nous disent « je suis passé 5 fois devant le local avant d'avoir réussi à rentrer ». Donc voilà, l'idée, c'est d'être disponible quand ils ont besoin de nous, d'avoir un lieu qui soit à peu près accueillant, un peu plus accueillant, je sais pas, qu'une administration, qu'un hall de gare ou qu'un hôpital. C'est vraiment ça qu'on peut proposer. Un élément important pour nous, c'est la question du lien. Beaucoup de personnes qu'on soit ici qui sont très isolées, soit parce qu'elles ont été rejetées, soit parce qu'elles se sont isolées pour éviter de mauvaises relations avec la famille, avec les proches. Et entre autres, je pense aux jeunes personnes transgenres, éventuellement de rencontrer les parents, de rencontrer le conjoint, les enfants, ça dépend de l'âge de la personne, pour essayer de retisser le lien ou essayer de recréer le lien, parce que quand même, pour vivre à peu près bien avec nous-mêmes, c'est pas mal de vivre à peu près bien aussi avec les autres. On va proposer ce renfort de lien. On a découvert 2 particularités sur les violences conjugales dans les couples LGBT, et en fait dans les couples gays pour être plus précis, qu'il n'y a pas dans les couples hétéros. C'est le chantage au coming out, à l'outing. Si tu me quittes, je dis à tout le monde que t'es pédé. C'est une vraie pression une vraie violence psychologique. Et puis l'autre, c'est le chantage à la sérologie. Si tu me quittes, je dis à tout le monde que t'as le sida. Et ça, c'est évidemment des choses qu'on trouve beaucoup moins dans les couples hétéros. Quand on a fait cette campagne là, sur les violences conjugales, on a eu aussi des difficultés avec des copains et des copines d'asso LGBT qui trouvaient qu'il ne fallait pas parler des violences au sein des couples LGBT parce que c'était dire il y a des personnes LGBT qui ne sont pas gentilles, qui font du mal aux autres. Et donc ça donne du grain à moudre aux homophobes. Mais sauf que nous, les gens qui rentrent ici en nous disant j'ai mon compagnon qui me frappe ou j'ai ma compagne qui me frappe, on ne va pas leur dire oh bah ouais mais vous êtes homosexuel, c'est pas très grave. Donc on prend le truc comme ça et puis on essaie de voir comment on peut faire. Et ce dont on s'est aperçu, c'est depuis qu'on dit qu'on sait que ça existe, les gens nous en parlent plus. C'est exactement ce qui s'est passé avec les violences conjugales pour les femmes. C'est depuis qu'il y a des affiches et des campagnes d'information sur on sait que les violences conjugales ça existe, que des femmes en parlent. Bon ben là, c'était un peu ça l'idée, c'était on va dire qu'on sait que ça existe, comme ça éventuellement les gens vont nous en parler plus facilement. Merci à vous.